Je pense qu'il faut toujours un équilibre des pouvoirs comme condition du droit international et des traités. C'est pour cela que le système de l'ONU et tout ce qui en découle ont fonctionné après la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre froide, je pense que le défi, non seulement pour le droit international, mais aussi pour tout traité, était que tous les États ne se sont pas imposés de limites et qu'il n'y avait aucune contrainte pour l'Occident. On lui demandait donc, en quelque sorte, de se limiter lui-même. Et la relation, comme vous l'avez dit, avec la Russie était largement définie par la gestion de son déclin. Ainsi, tout le concept d'équilibre stratégique, à mon avis, a été de plus en plus rejeté. Et comme vous l'avez dit, tout l'argument en faveur d'une défense antimissile stratégique revenait essentiellement à abandonner l'idée de la destruction mutuelle assurée. Je pense que cela s'inscrivait bien dans ce contexte, car si l'on écoute le langage de l'époque, beaucoup de dirigeants européens, dans les années 1990, se montraient inquiets lorsqu'ils entendaient parler de défense antimissile. Ils parlaient de défense stratégique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je pense que les anciens traités se sont effilochés et on pourrait croire qu'il existe aujourd'hui une opportunité, alors que le monde se rééquilibre pour que les États, vous savez, retrouvent un certain respect mutuel. Encore une fois, les grandes puissances prennent conscience, oui, des préoccupations communes en matière de sécurité et de contrôle des armements. Mais, vous savez, le défi est immense. Il faut aujourd'hui de véritables géants politiques, et il semble que nous soyons tous condamnés à avoir des dirigeants déplorables. Et bien sûr, la guerre en Ukraine, comme vous l'avez dit, complique les choses encore bien davantage. Mais cela, vous avez mentionné la Chine, pourrait rendre encore plus difficile la mise en place de nouveaux traités. Eh bien, Trump a exprimé son souhait d'un accord de désarmement nucléaire incluant également la Chine. Pensez-vous donc qu'il soit réaliste d'intégrer la Chine dans un tel cadre stratégique sur les armements, ou est-ce exclu? Comme vous l'avez dit, les Chinois veulent un cadre distinct de celui entre la Russie et les États-Unis. Eh bien, je veux dire, les Chinois ont déjà répondu à cette question. Ils ont publié un livre blanc sur la politique de désarmement et le contrôle des armements en novembre ou décembre de l'année dernière. Et ce qu'ils ont dit, c'est que la Chine ne cherche pas à engager une course aux armements. La Chine applique une stricte politique de non-recours en premier à l'arme nucléaire. Mais la Chine a été confrontée au fait que les États-Unis cherchent à développer une capacité de frappe nucléaire préventive, essentiellement pour neutraliser la Chine et la rendre impuissante face à la suprématie nucléaire américaine. Et la Chine a réagi à cela. Les chiffres chinois font désormais partie d'une posture stratégique avec laquelle elle se sent à l'aise. Elle estime pouvoir survivre à une première frappe américaine tout en conservant une capacité de riposte suffisante pour infliger des dommages fatals aux États-Unis. Par conséquent, la dissuasion existe. Mais ce que les Chinois ne veulent pas faire, c'est jouer à un jeu où ils seraient entraînés dans des négociations qui les mettraient dans le même panier que la Russie en ce qui concerne leur propre sécurité. Les États-Unis vont les considérer comme liés à la Russie, et cela pourrait créer certaines vulnérabilités pour la Chine. Ainsi, ce que les Chinois ont indiqué dans leurs documents, c'est ce que j'ai déjà mentionné. Les États-Unis et la Russie doivent d'abord résoudre leurs questions de contrôle des armements. Une fois qu'ils auront conclu un accord et que les chiffres seront fixés dans un traité, alors la Chine sera prête à intervenir et à dire « D'accord, maintenant, comment procédons-nous » Mais il ne s'agira pas d'augmenter les chiffres. La Chine dira essentiellement « Nous avons besoin que tous vos chiffres diminuent, car nous sommes tous égaux ici. » C'est problématique pour les États-Unis
car nous relions à tort les arsenaux nucléaires russes et chinois comme s'ils fonctionnaient sous un contrôle opérationnel conjoint. Ce n'est pas le cas. Mais vous savez, encore une fois, nous avons actuellement aux États-Unis des personnes occupant des postes censés être liés au contrôle des armements et à ce genre de questions qui n'y connaissent absolument rien. Ce sont de purs idéologues, du type « la paix par la force, la puissance fait le droit », et ils ne feront pas ce qu'il faut. Il existe pourtant une voie à suivre qui consiste à dire qu'il n'est pas nécessaire de disposer de plus de 400 armes nucléaires pour détruire le monde. C'est la réalité de la situation. Actuellement, nous en avons 1550. La Russie en a 1550. Nous avons déjà une capacité de destruction largement excessive. La Chine en a 600. Nous pouvons être très réalistes quant à la réduction du nombre de missiles déployés, sauf que, du moins aux États-Unis, cela est lié à un complexe militaro-industriel qui en tire énormément de profit. Vous savez, cette course aux armements dans laquelle nous nous apprêtons à entrer va être une affaire de plusieurs milliers de milliards de dollars que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas se permettre. Mais nous allons le faire, parce que l'industrie de la défense est déjà là, en train d'encaisser l'échec. Nous allons le faire parce que le Congrès est élu grâce aux dons des entreprises qui bénéficient de l'allocation de fonds du Congrès à des projets de défense liés à cette nouvelle course aux armements nucléaires. C'est un cercle vicieux contre lequel Dwight Eisenhower nous avait mis en garde dans son célèbre discours d'adieu. Je vais conclure là-dessus. La Russie, en ce moment, nous surpasse sur tous les plans. Elle possède des armes nucléaires plus modernes que tout ce que nous avons. Beaucoup des nôtres sont vieilles et dépassées. Nous ne savons même pas si la moitié de ces armes fonctionnent. Ce qui pose le problème suivant. Lorsque nous procéderons à toute cette expansion, nous allons sortir des ogives d'OE-76 et d'OE-82 des entrepôts pour les installer sur des missiles. Mais la question est, fonctionnent-elles? Sans entrer trop dans les détails de la conception des armes nucléaires, je pense que la SOA-76 est un modèle cacahuète. En gros, on pense souvent à une sphère, comme l'ancien dispositif au plutonium de la Seconde Guerre mondiale. Mais un dispositif cacahuète a en réalité la forme d'une cacahuète. Ce sont deux dispositifs. Et l'un d'eux se déclenche, générant tout un tas de neutrons. Puis le second se déclenche à son tour, s'en nourrit, et c'est ainsi que l'on obtient l'explosion d'une bombe à hydrogène. D'abord, on a une explosion atomique classique qui relève de la fission, puis vient la fusion, et boum. Mais pour maintenir tout cela en place, il y a une mousse. Et cette mousse n'est pas une simple mousse. Elle est imprégnée de tout le matériau générateur de neutrons. Ainsi, lorsque la première partie explose et que la mousse se désintègre, elle libère tout ce qu'il faut pour créer la fusion, l'amplifier, la renforcer. Une arme nucléaire amplifiée, c'est pour cela qu'on l'appelle ainsi. Le problème, c'est que la mousse se détériore avec le temps. Donc maintenant, on a ces armes, la mousse est là, mais on ne sait pas si elle fonctionne encore. Quand ils ont essayé de remettre à neuf le 22-76, il y a peut-être une dizaine d'années, ils ont découvert qu'il n'existait aucune formule. C'était simplement quelque chose que les scientifiques de l'époque avaient mis au point. Peut-être qu'ils avaient pris quelques notes à la main, et ils l'ont fait, ils ont produit les bombes. Mais quand cette génération a disparu, eh bien, ils sont tous morts maintenant, ou séniles, bavant dans un gobelet, et plus personne ne sait comment fabriquer cette mousse. C'est une conception très spécifique, car il faut amplifier l'arme d'une manière extrêmement précise. Ils ont donc passé beaucoup de temps et d'efforts à essayer de le rétro-concevoir, pour comprendre comment fabriquer cette mousse. Ils ont produit quelque chose, mais ils ne savent pas si ça fonctionne.
l'arme est censée fonctionner comme prévu. Si nous avons des armes de différentes mégatonnes et tout le reste, c'est parce qu'il nous faut une arme capable de frapper ici, de comprimer le sol et de faire s'effondrer les silos. Pour cela, il faut augmenter la puissance jusqu'au niveau nécessaire pour obtenir le résultat voulu. Mais si la mousse ne fournit pas cette impulsion, on obtient un pétard mouillé. Alors maintenant, nous lançons des missiles sur la Russie, en espérant faire s'effondrer leurs silos, et nous obtenons un pouf au lieu d'un boom. Et les silos ne se sont pas effondrés. Et maintenant, nous avons des missiles qui reviennent. C'est problématique. Cela signifie que nous n'avons plus de dissuasion parce que tout le monde va... Eh bien, il y a beaucoup de tentations maintenant. C'est pourquoi la direction que nous prenons est très mauvaise. Je pense que l'administration Trump finira probablement par céder à la pression pour reprendre les essais nucléaires souterrains. Et quand cela arrivera, les Russes feront la même chose. Alors tout sera permis, tout le monde s'y mettra. Et comme je l'ai dit, nous revenons à la case départ. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Le peuple américain a dormi au volant. La presse américaine s'est endormie au volant, mais la presse américaine est achetée. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire confiance au New York Times. Vous savez, David Sanger écrit pour le New York Times depuis un certain temps, mais tout ce qu'il est, c'est un sténographe. Il reçoit des informations du Pentagone qui racontent l'histoire qu'ils veulent raconter. Il n'expose pas la réalité. Vous savez, il y avait autrefois Seymour Hersh qui pouvait écrire sur ce genre de choses, mais il joue maintenant le jeu de l'administration en répétant les absurdités. Il n'y a personne dans les grands médias qui disent la vérité à ce sujet. Et quand des gens essayent de dire la vérité, la prochaine chose que les médias dominants diront, c'est « Eh bien, les Russes trichent ». Je suis ici pour vous dire tout de suite que les Russes ne trichent pas. Je veux dire, Ray McGovern est l'un de mes meilleurs amis. J'adore Ray McGovern. Tu sais, Ray, un bon gars, intelligent. Mais l'autre jour, on discutait et il a dit que les Soviétiques avaient triché sur le traité ABM. Il a cité le radar de Krasnoyarsk et j'ai dit « Attends, ils n'ont pas triché ». Ce radar était incapable d'assurer les fonctions techniques couvertes par le traité ABM, donc il n'y avait aucune intention de tricher. Pour avoir l'intention de tricher, il aurait fallu construire un radar capable de faire ce qu'il est interdit de faire. Ils ont installé ce radar parce que c'était un radar de suivi de satellites. Et c'est là qu'il y avait une lacune dans leur couverture satellitaire. Il s'est avéré que son emplacement constituait une violation technique du traité ABM. Donc les Russes ont accepté de détruire le radar et ils l'ont fait. Mais les Russes ne trichent pas. J'ai travaillé avec ces gens-là, ils sont assidus. Ce qui est dans le traité, c'est ce qu'ils font. Je l'ai appris à Votkinsk parce que, vous savez, on nous a forcés à construire ce truc appelé Cargo Scan, mais il a été ajouté à la toute dernière minute, littéralement quelques jours avant que Reagan et Gorbatchev ne signent le traité INF. Ils ont dit « Oh mon Dieu, il faut mettre des inspecteurs à l'extérieur de Votkinsk » et ils ne savaient pas comment faire. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis toute la responsabilité sur les inspecteurs pour rédiger le règlement. Et nous étions là, en train d'essayer de faire fonctionner ce système Cargo Scan, et les Soviétiques disaient « Non, vous devez respecter tout ce qui a été écrit. Si vous ne le faites pas exactement comme c'est écrit, vous ne pouvez pas le faire. » Et ensuite, des gens comme le sénateur Helms ont dit « Les Russes trichent. » Les Russes ne trichent pas. Les Russes ne trichent pas. Les Russes ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. C'est nous qui contournons les règles, qui jouons de manière désinvolte, qui trichons, qui mentons, qui manipulons. Mais les gens diront, eh bien, on ne peut pas traiter avec les Russes parce qu'ils trichent. Je veux dire, je viens d'assister à une réunion avec Christopher Ford,
un ancien spécialiste du contrôle des armements de la première administration Trump. C'est lui qui a contribué à la fin du traité INF. Et l'une de ses idées de départ, c'est que les Russes trichent. Et moi je me dis, eh bien non, ce n'est pas eux qui trichent, c'est toi. Et je peux prouver que vous trichez. Mais vous ne pouvez pas prouver que les Russes trichent. Ils ont accusé les Russes de tricher avec ce missile 9M729. Les Russes ont dit, eh bien, voici le missile. Venez, envoyez vos inspecteurs et examinez-le. Et Christopher Ford a répondu, non, nous n'enverrons pas d'inspecteurs. Pourquoi pas? Parce que cela montrerait probablement qu'ils ne trichent pas. Et c'est le résultat que les Russes veulent que nous voyions. Et j'ai dit, eh bien c'est probablement parce que c'est la vérité. Ils ne voulaient pas de la vérité. Ils avaient inventé une fiction selon laquelle les Russes trichaient, et ils ont laissé cette fiction perdurer. Comment peut-on faire affaire avec des gens comme ça? Donc, vous êtes les Russes en ce moment, regardant cette situation. Les Russes ne veulent pas d'une course aux armements. D'abord, les Russes ont déjà gagné la course aux armements. Vladimir Poutine avait prévenu tout le monde à ce sujet en 2016. Il avait averti Bush lorsqu'il s'est retiré du traité ABM. Si vous faites cela, il y aura des conséquences. En 2016, il a dit aux médias américains qu'il y aurait des conséquences. Pourquoi n'écrivez-vous pas davantage à ce sujet? Ils n'ont rien écrit. En 2018, il a annoncé qu'il construisait de nouvelles armes. Et ces armes, le Sarmat, l'Avant-Garde et le Poséidon, sont désormais déployées, opérationnelles. La Russie nous surpasse dans toutes les catégories d'armes nucléaires. Donc, cette course aux armements ne va pas vraiment être une course, car les Russes ont déjà franchi la ligne d'arrivée. C'est plutôt comme si les États-Unis essayaient d'acheter une paire de chaussures et de les lasser sur la ligne de départ pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Nous avons tellement de retard et nous ne pouvons rien nous permettre. Nous ne pouvons rien nous permettre de tout cela. Le système de dissuasion stratégique basé au sol, on disait qu'il coûterait initialement 75 milliards de dollars. Puis on a parlé de 120 milliards. Je vous le dis tout de suite, au final, cela coûtera entre 1 et 3 billions de dollars une fois terminé. Et ce n'est que celui-là. Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'en avons pas les moyens. Les nouveaux sous-marins, pour remplacer la classe Ohio, il faudrait en produire, je ne sais pas, peut-être 2,7 par an. Notre capacité maximale actuelle est de 1,5. Nous n'avons pas la capacité de construction navale nécessaire pour cela. Le bombardier B-21 est tout simplement beaucoup trop cher. Nous ne pouvons pas en acheter beaucoup. Et nous allons nous libérer de la sécurité qu'offrait le traité New Start pour nous lancer dans une course aux armements que nous avons déjà perdue.